Voilà, très bien. Et on est parti. Bah, donc, du coup, bienvenue à toutes et à tous dans ce meet-up organisé dans la communauté Feedback. Et ce soir, du coup, on a le plaisir d'accueillir Anthony pour nous parler de Civitime. Et puis, on va le laisser à la fois se présenter et puis nous présenter tout ça plus en détail. Yes, merci pour l'intro, Mickaël. Alors, je viens de vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde le voit? Une petite presse avec propulser l'engagement des collaborateurs. Ouais, ok, Ah, super. c'est bon. Bon, si la technique est au rendez-vous, on devrait passer un bon moment alors. Écoutez, ravi d'être là ce soir. Merci Alexandre et Mickaël pour la proposition. Donc, moi, je suis Anthony, je suis fondateur de la société Civitime. Et Civitime, nous développons une plateforme gamifiée qui permet d'engager les collaborateurs en entreprise sur différents projets de transformation que l'entreprise peut porter. Quand on parle de projets de transformation, je parle ça peut être de la transformation digitale, ça peut être de la transformation culturelle, de la transformation organisationnelle. Et donc, dès qu'une entreprise souhaite déployer un projet de transformation et embarquer ses collaborateurs dedans, eh bien, du coup, notre solution est à sa disposition. Enfin, en tout cas, on leur vend notre solution pour justement diffuser les messages à travers des mécaniques de jeu, essayer de toucher un maximum de collaborateurs et de maximiser l'impact. Et donc, c'est une solution qu'on a développée avec des psychologues, avec des psychologues du travail. Il y a toute une base scientifique à l'origine de Civitime le boulot de nos psychologues, ça a été d'identifier quels sont les leviers psychosociaux sur lesquels il est nécessaire d'agir pour faire qu'un salarié soit davantage engagé dans un projet de transformation. Et enfin, chacun de ces leviers psychosociaux, on a créé des mécaniques de jeu, ce qui compose. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de mécaniques de jeu qui composent en fait l'intégralité de notre solution. Avant de vous en dire plus sur Civitime, je vous propose d'introduire le sujet de la gamification, en tout cas avec la façon dont nous, on l'introduit. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être déjà des experts de la gamification autour de la table et dans ce cas-là, je risque d'enfoncer quelques portes ouvertes. Mais pour les autres, j'espère que ça va vous donner quelques éléments intéressants sur justement la gamification. J'aime bien commencer par cette citation qui est de Platon qui dit qu'on peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Et c'est assez représentatif, je trouve, de ce que effectivement provoque le jeu auprès d'un public, auprès d'un groupe de personnes. À titre d'exemple, je discutais il y a quelques semaines avec un client à nous qui nous a expliqué que donc c'est une entreprise qui fait à peu près 30 collaborateurs, donc une entreprise de taille, voilà, une petite entreprise. Ils ont organisé un séminaire de fin d'année où ils ont réuni l'ensemble des collaborateurs voilà, pour un moment convivial où tout le monde où tout le monde s'est retrouvé. Cette journée, elle était sous le thème, on va dire, du bien-être, du team building. Donc le matin, ils ont fait des jeux. Dans l'après-midi, ils ont fait des jeux type pétanque, ping-pong, voilà, des choses plutôt sympas. Et puis le soir, c'était soirée jeux de société. Et parmi ces nouveaux, il y avait une nouvelle collaboratrice qui venait juste d'arriver. Donc c'est la première fois qu'elle a rencontré toute l'équipe, parce qu'avant, ils étaient en télétravail. Donc pendant toute cette journée, elle fait très bonne impression. Pendant les jeux l'après-midi, très bonne impression. Et puis le soir, elle se retrouve à faire donc un jeu de société où elle est face à elle. Elle joue contre le patron de la boîte. Et en fait, là, elle se révèle être une super compétitrice, prête même à tricher pour gagner absolument devant son patron. Et c'est quelque chose auquel il ne s'attendait absolument pas. Donc, c'est un bon exemple pour illustrer ce que je vous disais avant, que finalement, en 1 heure de jeu, ça peut révéler des personnalités et on peut en savoir beaucoup sur les gens. Pour aller un peu plus loin dans cette introduction, je vous propose de faire, alors je vais vous mettre à contribution, ce petit jeu qui est le dilemme du tramway. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, ce dilemme. Alors, je vais... Tac, tac. OK. Donc, imaginez-vous, vous promenez le long d'une voie de chemin de fer. Vous promenez le long d'une voie de chemin de fer et vous voyez 3 personnes qui sont accrochées sur les rails. Et là, de l'autre côté, vous voyez un train arriver à grande vitesse. Alors là, vous avez 2 possibilités.
soit vous activez l'aiguillage, donc l'aiguillage va contourner, va permettre au train de changer de voie, mais par contre, sur l'autre voie, il y a une personne qui est attachée. Donc vous avez deux possibilités. Réponse A, vous n'avez rien vu, vous laissez le train arriver et du coup percuter les 3 personnes et probablement tuer ces 3 personnes, ce qui est horrible. Ou alors, vous activez la manette d'aiguillage. À ce moment-là, il n'y a qu'une personne qui va être écrasée, mais vous êtes directement responsable du fait que ces personnes se fassent percuter. Qu'est-ce que vous faites? Donc, réponse A, je fais rien. Réponse B, j'active la manette. Je vous laisse répondre dans le chat. Attends, je l'ouvre. Ouais, j'arrive à l'ouvrir. Tu peux rappeler à quoi correspond A et B, s'il te plaît? A, je ne fais rien. Et B, j'active la manette. C'est mitigé. J'active la manette, donc c'est du B. J'active B, B. Je ne fais rien, je vais dérailler. B, B, OK. Bon, il y a une grande majorité de B. Et effectivement, c'est ce que la plupart des personnes répondent. La plupart des personnes répondent la réponse B. Autre exemple, donc on est toujours à se balader le long de cette voie de chemin de fer. Et puis, j'ai toujours ce train qui arrive, ces 3 personnes qui sont accrochées. Et donc, j'ai deux possibilités. Soit donc j'active la manette. Alors, d'autre côté, par contre, donc le rail fait une boucle et de l'autre côté, on a une personne volumineuse qui est présente. Cette personne volumineuse, elle a la force de stopper complètement le train. C'est-à-dire que si le train la percute en premier, elle va arrêter le train. Donc, qu'est-ce que vous faites? Réponse A, je laisse ces 3 personnes se faire percuter et je ne fais rien et sachant que l'autre va se faire percuter après. Ou alors, réponse B, j'active la manette. Donc, je suis directement responsable du fait que la personne volumineuse se fasse percuter, mais au moins, ça stoppe le train et ça va éviter que les 3 autres se fassent percuter. Alors, allez-y. Donc, A, je ne fais rien. B, j'active. Je prends le bus, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, A, B, B, ouais, il y a encore une B, B, ouais, une dominante de B encore, et effectivement, c'est ce que répondent la plupart des personnes sur ce cas. Et enfin, dernier cas, un peu différent, où cette fois, vous et sur un pont. Vous êtes sur un pont, il y a toujours ces 3 personnes qui sont attachées, il y a ce train qui arrive à grande vitesse, et sur le parapet du pont, il y a une personne qui est debout. Donc, cette personne volumineuse là, qui est debout sur le parapet du pont. Et vous avez deux possibilités. Soit vous ne faites rien, vous regardez le spectacle et il y a le train qui va percuter ces 3 personnes. Soit vous avez la possibilité de pousser la personne volumineuse du parapet qui va tomber sur les rails et du coup, qui va être percutée par le train et donc va stopper le train. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Réponse A, je ne fais rien. Réponse B, je pousse la personne volumineuse pour qu'elle stoppe le train. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on voit que c'est un peu plus mitigé. C'est un peu plus mitigé. Il y a du A, il y a du B, il y a du D. Bon, forcément. ceux qui veulent pas trancher. A, B, ouais, donc forcément plus mitigé. Et c'est ce que je voulais mettre en avant à travers ce cas, parce que finalement, ce cas, il n'est pas si différent que les cas précédents. Mais quand même, alors la plupart des gens font quand même la réponse A, hein, donc la plupart des gens disent bah, finalement, je fais rien, alors qu'avant, on activait la manette pour faire que la personne volumineuse se percute en premier. Bon. Ce que je veux mettre en avant à travers cet exemple-là, c'est plus la situation dans laquelle ça vous met et dans laquelle peut vous mettre un jeu, la situation dans laquelle peut vous mettre un jeu qui finalement, vous n'avez rien demandé, vous êtes connecté à ce meet-up là ce soir. Je vous ai dit, bah voilà, je vous ai mis dans une situation, donc j'ai posé un contexte. Je vous ai demandé de faire un choix. Donc cette décision, elle est difficile à faire. Ça peut vous rendre un peu perplexe, notamment. Alors, en plus, ce sujet, bon, des gens qui sont percutés par un train, c'est assez compliqué.
Mais néanmoins, à travers les choix que vous avez faits, je suis sûr que là, si on vous demandait d'activer les micros, vous êtes forcément trouvé une logique derrière le choix que vous avez fait. C'est-à-dire que vous avez forcément, quand au moment où vous avez fait le choix A ou le choix B, inconsciemment, vous vous êtes trouvé une logique derrière les choix que vous avez faits. Et c'est ça qui est ultra intéressant dans le jeu, c'est-à-dire qu'à travers ça, en vous obligeant à choisir entre deux possibilités, entre deux situations, et bien du coup, on va vous forcer à inconsciemment vous trouver une logique et donc vous rapprocher et adhérer davantage au choix que vous avez fait. Et c'est la force notamment du jeu. Et puis aussi, ça a la capacité, le jeu, dans ce cas-là, à ouvrir un débat. C'est-à-dire que ça peut ouvrir une discussion sur une thématique. Typiquement, on a des clients où on va utiliser ce type de mécanique de jeu. On va forcer les salariés à choisir entre deux situations qui sont deux choix. L'un n'est pas meilleur que l'autre, mais le fait de faire choisir va faire en sorte que les gens peuvent en discuter, peuvent essayer de convaincre les autres que leur idée est la meilleure, etc. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer à travers cet exemple. Maintenant, introduisons de manière un peu plus globale ce qu'est la gamification. Donc, si vous êtes là, probablement que c'est des éléments que vous connaissez déjà. Donc, la gamification, c'est l'utilisation des mécaniques de jeu pour créer de l'engagement ou générer des actions. Je ne m'attarde pas sur cette définition assez générique puisque je pose le prérequis que effectivement vous avez tous, on va dire, un certain vernis sur le sujet. Donc, je ne m'attarde pas sur ce qu'est la gamification. Par contre, on va rentrer un peu dans les détails sur les différentes motivations qu'on peut utiliser en termes de gamification. Alors là, j'ai raté le titre. Et en fait, quand on parle de gamification, quand on veut pousser quelqu'un à faire quelque chose, il y a deux types de motivation. Il y a ce qu'on appelle la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quoi? C'est le fait qu'une personne va être motivée à réaliser une action, non pas par le plaisir que va lui procurer la réalisation de cette action, mais par le résultat que va lui permettre d'obtenir cette action. Je donne un exemple. Personne ne fait la queue au Starbucks par plaisir de faire la queue au Starbucks. Vous faites la queue au Starbucks parce que derrière, il y a la perspective d'avoir un super bon café. Voilà. Donc, ce qui fait que vous allez faire la queue, c'est parce qu'il y a cette perspective-là. Et donc, c'est une vraie motivation extrinsèque. C'est-à-dire que ce n'est pas l'action qui vous réjouit, mais c'est le résultat que ça va vous permettre d'obtenir. Idem, les études. La plupart, alors, on va dire la majorité des personnes ne restent pas assises sur un banc jusqu'à 23 ans à faire des études par plaisir de le faire. Alors, certains peut-être, mais la grande majorité, on va dire que non. Mais plus par la perspective d'avoir un bon diplôme à la fin et du coup un job à la hauteur de ces années d'études. Idem, le fait de faire des études, c'est une motivation, on va dire de la motivation extrinsèque puisqu'on va être attiré par le résultat. Pour compléter cette partie-là, il y a une vidéo que j'aime bien montrer qui parle, et puis un concept surtout, c'est l'effet nudge. L'effet nudge, c'est une théorie de sciences comportementales qui fait valoir le fait qu'il est plus simple d'obtenir des gens la réalisation d'une action par une incitation indirecte que par une incitation directe. Et pour faire ça, je vais illustrer ça par une petite vidéo. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir le son, à mon avis. Vous entendez ou pas le son? Non, je crois qu'on n'a pas le son. Par contre, quand tu partages, je crois que tu peux cocher une case quand tu fais part. Au niveau du partager, il faut faire partager le son de l'ordi. Ah, ça serait bien ça. Normalement, c'est au niveau du carré vert à peu près. En bas à gauche, ouais. Tu as partagé, quand il te propose l'écran, d'autres choses et tout, tu as un truc partager l'audio. Une case à cocher en bas. En bas à gauche. Ah, yes. Ah, par contre, il me demande un mot de passe. Est-ce que là, vous entendiez? Ouais, c'est bon. Oh, super. Je vais laisser un peu. Ce que je vous montre là, c'est
une expérimentation qui a été menée par Volkswagen à Stockholm, où l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens arrêtent de prendre l'escalator et prennent les escaliers. Et donc, pour faire ça, en fait, ils ont installé des touches de piano sur l'escalier. Avant, ils mettaient des affiches, mais ça ne fonctionnait pas vraiment. Et là, ils ont tenté de faire ça pour voir ce que ça donne. Donc, résultat, 66% des gens, en plus que d'habitude, prennent l'escalier plutôt que l'escalator. Donc, ça, c'est typiquement un exemple parfait de l'effet nudge. C'est-à-dire que plutôt que de demander aux gens, avant, donc, comme je disais, ils mettaient des affiches en faisant valoir le fait que pour la santé, c'est mieux de prendre l'escalier plutôt que l'escalator. Ça ne marchait pas. Et là, du coup, avec cette incitation indirecte, on arrive à faire en sorte que les gens provoquer des actions de la part des gens. J'ai un autre exemple là-dessus. Donc là, pareil, installation d'un haut-parleur dans une poubelle, simplement, avec un détecteur, et dès qu'on jette quelque chose, ce bruit de puissant fond. Voilà. Résultat, 72% de kilos de déchets, 41, pardon, de déchets récoltés plus que d'habitude, avec ce petit effet nudge. Voilà. Voilà. Bon, c'était pour finir sur la partie effet nudge et surtout motivation extrinsèque. Autre type de motivation, pour le coup, c'est la motivation intrinsèque, alors, qui du coup est à l'opposé, c'est-à-dire que je vais réaliser une action par le plaisir qu'elle me procure, plus que par le résultat qu'elle va me permettre d'obtenir. Et alors pour illustrer ça, il y a un exemple que j'aime bien. Alors là, c'est pareil, je vais vous mettre à contribution. Imaginez que vous soyez sportif. Alors, il y en a sûrement autour de la table. Donc vous êtes tous super sportifs et vous avez pour habitude tous les samedis matins, vous allez courir avec un groupe d'amis. Vous êtes 4-5 amis à aller courir les samedis matins, faire le petit footing. Et puis pour vous organiser, pour le point de rendez-vous, la distance, etc., vous avez un petit groupe WhatsApp, forcément. On se dit, tiens, rendez-vous demain matin à telle heure, à tel endroit. Et là, un jour, il y en a un qui lâche sur le groupe WhatsApp dans 6 mois ou dans 4 mois, il y a le marathon de notre ville. Ça serait quand même génial qu'on le fasse tous ensemble et qu'on se fasse un programme d'entraînement pour faire le marathon et puis vivre cette expérience tous ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Et donc là, il faut répondre. Et donc là, il va y avoir plusieurs personnes, il va y avoir plusieurs profils qui vont se dessiner dans la réponse. Il y a ceux qui vont se dire, OK, moi j'en suis parce que finalement, ça veut dire qu'on va se faire un programme d'entraînement un peu sympa, qu'on va s'entraîner plus et que je vais passer plus de temps avec mes potes. Donc moi, ce qui va me motiver, c'est vraiment ça, c'est le fait de passer plus de temps avec mes amis. Et puis, il y a ceux qui vont se fixer un objectif.
eux, ils vont se dire, bon, OK, mais alors par contre, moi, je le fais parce que je veux absolument faire… alors, bon, pour le coup, on va plutôt être sur un semi-marathon, hein, parce qu'un marathon 1h30, il faut être chaud quand même. Donc, un semi-marathon. Donc, je me fixe un objectif d'1h30 et c'est ça qui va m'animer, c'est le fait de fixer cet objectif. Il y a ceux qui vont se dire, bah, OK, pourquoi pas, c'est le moyen de découvrir un grand événement comme le semi-marathon de Paris. J'en entends tout le temps parler. Voilà, pour la découverte, puis advienne que pourra, pour la découverte, j'en suis. Et puis, il y a les derniers profils qui vont finalement se dire, bah, moi, j'y vais parce que je vois que tout le monde veut y aller, donc j'ai pas envie de passer pour la flippette et de me dégonfler, donc j'y vais. Donc, je dis oui aussi. Voilà. Ce que je veux mettre en avant là, ici, c'est que finalement, au fond de nous, parmi nous, il y a 4 profils de personnes et surtout, pour amener ça sur le jeu, il y a 4 profils de joueurs. En tout cas, nous, on scinde en 4 profils. Alors, il y a différentes façons de segmenter ça, mais nous, on le scinde en 4 profils. Tout d'abord, on va avoir ce qu'on appelle les killers. Les killers, c'est les personnes qui vont, pour réussir à les embarquer dans un jeu notamment, il faut qu'il y ait de la compétition. Il faut qu'ils aient la possibilité de battre les autres, de figurer en tête du classement et d'être les meilleurs. C'est la seule chose qui va les animer, en tout cas, c'est ce qui va principalement les animer, c'est cet aspect de compétition et la gagne. Typiquement, c'est des profils qu'on retrouve assez souvent par exemple, chez les commerciaux dans les entreprises. Si vous voulez animer une communauté commerciale, le fait de mettre des challenges, de mettre des classements, c'est ce qui se fait assez souvent d'ailleurs, eh bien, c'est un moyen de les motiver. Ensuite, on va avoir en bas à gauche les sociaux. Donc, les sociaux, eux, pour s'impliquer dans une aventure, dans un jeu, ils ont besoin de sentir qu'ils contribuent à une réussite collective. Ils ont besoin de sentir qu'ils font partie d'une communauté et du coup, cette notion de réussite collective est extrêmement importante pour eux et finalement, il n'y a que ça qui a du sens. C'est-à-dire, OK, qu'il y a un classement individuel, c'est bien, mais s'il n'y a pas de classement par équipe, moi, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, il y a les explorateurs. Les explorateurs, c'est ceux qui finalement, eux, vont s'impliquer sur un jeu s'ils sentent qu'ils ont la possibilité d'être assez libres finalement dans ce jeu, qui ne sont pas guidés d'un point A à un point B, mais qu'ils sont assez libres dans l'exploration et dans l'accomplissement des actions qui leur sont proposées. Et puis enfin, il y a les achieveurs. Les achieveurs, c'est eux, pour les animer dans un jeu, il faut leur mettre des choses à collectionner. Il faut qu'ils sentent alors déjà qu'ils progressent, hein, qu'il y ait une progression dans les actions qu'ils réalisent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils deviennent une meilleure personne, qu'ils franchissent des niveaux et qu'ils gagnent des badges, qu'ils gagnent des skins en fonction des mécaniques de jeu. Voilà. Alors, les puristes de la gamification me compléteront peut-être. Et d'ailleurs, Alexandre et Mickaël, si vous voulez me compléter sur ces points, n'hésitez pas. Hein, au contraire, vous êtes encore plus expert que moi là-dessus. Donc voilà. Mais en tout cas, à une échelle macro, voilà comment on peut répertorier ou en tout cas identifier les 4 types de joueurs qu'on a dans une population. Et du coup, justement, il y a une question de Laurence qui demande le rapport entre celui qui ne veut pas se dégonfler pour le semi-marathon et du coup le profil de joueur. Alors, celui qui veut pas se dégonfler, souvent, c'est quelqu'un il y a une dimension très forte au niveau social. C'est-à-dire que si je veux pas me dégonfler, c'est principalement par rapport à l'image que ça va donner de moi et au retour que je peux avoir des autres. Donc, il y a une dimension sociale très forte sur l'aspect je veux pas me dégonfler. Ok, j'enchaîne. Alors après, je vais détailler, mais je ne vais pas forcément rentrer parce que je l'ai fait à l'oral. Je vais vous parler plutôt. Ouais, je l'ai fait à l'oral en fait, tout ça. Donc, hop. De comment, du coup, tout ce que je viens de vous dire sur la gamification, comment on peut le mettre à profit d'une entreprise, d'un business finalement, comme nous, on peut le faire au sein de Civitime. Donc, comme ce que je vous expliquais, notre job chez Civitime, c'est
d'embarquer les collaborateurs sur un projet donné dans une entreprise. Et pour faire ça, pour engager réellement des gens sur un projet, en fait, les différents travaux qu'on a menés montrent qu'il y a 4 étapes qui sont indispensables. Si vous voulez engager quelqu'un sur un projet, il y a 4 étapes qui sont indispensables. La première étape, alors je vais prendre un cas par exemple pour l'illustrer, pour donner encore plus de relief à ce que je vous raconte. Si on prend par exemple une entreprise qui souhaite mettre en place une stratégie RSE. La RSE, on entend de plus en plus parler dans les entreprises, la responsabilité sociétale des entreprises. Pour ceux qui, en gros, la RSE, c'est la mise en place de pratiques dans l'entreprise qui vont avoir un impact social, sociétal et environnemental et économique aussi. Et donc, en gros, c'est une approche assez holistique qui va entraîner une entreprise vers une performance durable. Voilà. Les entreprises mettent de plus en plus en place ce type de stratégie, mais pour embarquer les collaborateurs dedans, c'est quand même un vrai travail. Et donc là, on va leur proposer une approche en 4 étapes. La première étape, donc la phase de sensibilisation. Alors sensibiliser, vous en avez tous entendu parler, vous savez ce qu'est la sensibilisation. L'objectif de la sensibilisation, c'est de générer l'intérêt d'un collaborateur, d'une personne sur un sujet. Et pour ça, il va falloir dresser un peu le contexte. Si vous voulez embarquer des gens dans une stratégie RSE, il faut leur parler du contexte, des enjeux liés au développement durable, des conséquences de nos actes et de la direction que c'est en train de prendre. Voilà. Ça, c'est la première étape, sans forcément avoir un côté drama, mais au moins poser le décor et faire prendre conscience des enjeux. Parce que si déjà vous ne faites pas prendre conscience des enjeux, ça ne sert à rien de passer à la suite. La deuxième étape, du coup, c'est la phase d'adhésion. C'est-à-dire que maintenant que les collaborateurs ont conscience des enjeux, du coup, il va falloir susciter leur adhésion sur les actions que met en place l'entreprise pour répondre à ces enjeux. Donc, typiquement, en matière de RSE, OK, chère entreprise, vous nous avez expliqué quelles sont les actions, les enjeux auxquels on est confronté en matière de développement durable, mais concrètement, au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place dans le quotidien de chacun pour répondre à ces enjeux? Et donc là, nous, on va utiliser des mécaniques différentes qui vont agir sur des leviers psychosociaux différents, qui vont susciter l'adhésion du salarié. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte on va créer une dynamique entre les utilisateurs et de faire en sorte que les salariés adhèrent à la stratégie de l'entreprise. Une fois qu'ils adhèrent, là, on peut leur demander de passer à l'acte. Là, on peut leur dire, OK, maintenant, il va falloir s'impliquer. Maintenant, il va falloir que ça se transforme par des actions dans votre quotidien. C'est ce qu'on appelle la phase d'implication. Et enfin, la dernière étape, c'est la phase de valorisation, où là, on va en faire de véritables ambassadeurs. Donc ça, ce sont les 4 étapes de l'engagement. On ne passe pas de l'étape 1 à l'étape 4 en 2 jours. Hein. C'est un long process qui prend 1 an, 2 ans parfois. Et puis surtout, pour chacune de ces étapes, on va avoir des mécaniques de jeu dédiées et spécifiques. Ça, je n'en parle pas plus. Et donc nous, comme je vous disais, au sein de CiviTime, on a créé tout un tas d'outils que l'on va mettre à disposition des clients, de nos clients, pour justement agir aux différentes étapes que j'ai citées. Donc d'abord en sensibilisation, puis en adhésion, en application, en valorisation. Nos jeux vont être composés de modules. Donc des modules, ce sont des modules, en fait, c'est des mini-jeux. Ça va être des memories, ça va être des duel quiz, ça va être des mastermind. Vous vous rappelez peut-être le mastermind, ce jeu où on jouait plus jeune, on devait trouver des combinaisons de couleurs, par exemple. Ça, c'est un jeu qui est extrêmement efficace pour jouer sur la logique des personnes. C'est-à-dire que on vous oblige, on vous demande de classer. Alors, si je reprends l'exemple de la RSE, le mastermind, par exemple, on va vous demander classer ces déchets de ceux qui vont se dégrader le plus rapidement dans la nature à ceux qui vont mettre le plus de temps à se dégrader dans la nature. Voilà. Donc là, vous avez 5 propositions et vous devez les classer. Vous avez un nombre de choix limité. Vous allez proposer un premier classement, puis on va vous dire, bah non, là-dessus, il n'y a que 3 bonnes réponses. Où il y a 2 bonnes réponses, 3 mauvaises réponses. Il vous reste 2 essais pour trouver les bonnes combinaisons. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous forcer pour trouver la bonne combinaison. Vous allez essayer de faire appel à des souvenirs que vous avez. Vous allez essayer de faire appel à des éléments rationnels que vous connaissez sur les différents déchets à classer. Et c'est comme ça que vous allez retenir l'information ensuite. C'est parce que vous allez faire appel à ces souvenirs, à ces informations qui vous ont été données à un moment sur ce type de déchets que vous allez reformuler votre classement et que vous allez retenir l'information.
Et puis ensuite, ces différents modules de jeu, on va nous les intégrer dans des environnements de jeu. Quand je parle d'environnement de jeu, c'est en fait des scénarios. Hein, donc, ça va être ça va être des scénarios avec une quête, un objectif à atteindre. Et pour faire ça, on doit faire des modules. Par exemple, mais est-ce que je les détaille après? Je crois que j'ai des détails après. Oui, je les détaille après. Je suis allé un peu vite. Si je prends un exemple de sensibilisation, donc on va avoir 3 modules. Module duel quiz, module memory, module mastermind. On va immerger les collaborateurs avec un scénario qui potentiellement n'a rien à voir avec le sujet, peu importe. Notre seul objectif sur le scénario et sur l'environnement de jeu, c'est de donner envie au joueur de revenir, qu'il ait un but dans l'accomplissement de ses actions et qu'il ait envie de naviguer. Donc, par exemple, on va avoir des modules type. Donc là, on a l'environnement que vous voyez à l'écran, cet environnement-là, là, un peu marin. On est sur le collaborateur a plusieurs cartes à explorer. Plusieurs mondes à explorer, donc on est en sensibilisation. Il va devoir explorer ces mondes étape par étape. Donc en fait, au début, il est immergé sur un plateau qui est recouvert de brouillard. Et au fur et à mesure qu'il avance de case en case, le brouillard s'estompe. Et donc, il avance, il part d'un point A, il doit arriver à un point B. Mais pour faire ça, à un moment, il va être confronté à des obstacles, genre traverser une rivière, franchir une montagne. Et pour franchir cette montagne, il va devoir faire des modules. Donc, il y a une quête, il y a un environnement de jeu, il y a un scénario. Et pour arriver à cet objectif, je dois faire mes modules. Et ces modules, ça va être donc mes duel quiz. Duel quiz, assez simple. Hein, j'affronte quelqu'un d'une équipe adverse sur des questions liées à la RSE si c'est notre thématique. Je réussis ce duel quiz, ça me permet de franchir la montagne et j'avance dans mon exploration. Autre exemple, le memory. Le memory, vous savez, ce jeu qu'on fait avec les enfants, on doit retrouver des paires d'images. Le memory, c'est une mécanique de jeu qui est extrêmement efficace pour jouer sur la mémoire visuelle et la mémoire photographique. C'est-à-dire que vous allez illustrer des éléments clés liés au message que vous avez à faire passer. Et le collaborateur doit retrouver des paires. Dès qu'il a retrouvé la paire, on lui explique ce à quoi correspond cette image. Là, on va jouer sur la mémoire visuelle. Ça, c'est un exemple qu'on met sur l'environnement 1. Bon, les modules, je vous les ai expliqués. En phase d'adhésion, on va utiliser un autre environnement de jeu complètement différent et puis d'autres modules parce qu'on ne cherche pas à agir sur les mêmes leviers psychosociaux. Par exemple, en général, ce qu'on utilise en phase d'adhésion, c'est qu'on va immerger les collaborateurs en équipe dans une ville à développer. Donc, ils doivent en fait développer leur mission, c'est d'ériger une merveille qui symbolise la stratégie de l'entreprise. Mais pour ériger cette merveille, ils doivent en fait développer un écosystème tout autour, donc développer des bâtiments tout autour de ça de manière assez homogène. Et le développement de ces bâtiments, il doit se faire en équipe. C'est-à-dire qu'à un moment, pour développer une médiathèque, par exemple, pour développer tel ou tel bâtiment, je vais devoir réaliser des modules, investir des points gagnés dans la construction de ce bâtiment, et ça, je dois le faire en équipe. Donc là, pareil, on va retrouver toujours ce principe de module qui est central, et c'est dans ce module qu'on va diffuser des messages spécifiques. Donc, on va avoir des préférences, par exemple, module préférence. Alors, je ne l'ai pas là. Le module préférence, c'est un module qui est assez intéressant pour jouer un peu sur les mêmes leviers que ce qu'on a fait tout à l'heure sur le dilemme du tramway. C'est-à-dire que le module préférence, par exemple, notre client l'utilise. Alors, j'essaie de trouver un exemple sur par exemple, sur le développement durable. Imaginez une question qui serait chers collaborateurs, pour réduire notre consommation, pour réduire on va dire la quantité de déchets que l'on jette chaque année au sein de l'entreprise, que préféreriez-vous faire? Remplacer les gobelets par des mugs ou réduire le nombre d'impressions par jour et par personne? Voilà. Donc là, finalement, entre ces deux réponses, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire que les deux vont contribuer à réduire les déchets. Peu importe le choix que je fais, je vais forcément choisir une bonne réponse. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Là, l'intérêt pour l'entreprise de faire ça, c'est le choix que vous allez faire, parce que vous êtes obligé de faire un choix. Inconsciemment, vous allez davantage adhérer au choix que vous allez faire. C'est-à-dire le jour, si vous choisissez remplacer les gobelets par des mugs, le jour où effectivement l'entreprise met ça en place, supprime tous les gobelets carton ou plastique et remplace par des mugs, parce que vous avez voté pour ça, même si on vous y est un peu obligé, vous allez inconsciemment davantage adhérer à ça. Alors, certains diront que c'est un peu de la manipulation. Non, pas vraiment. C'est de l'incitation. Voilà. La frontière peut être mince, mais dans la gamification, la frontière est mince entre manipulation et incitation. D'autres exemples de modules, par exemple, je ne vais pas tous vous les détailler, mais on a un module dessine devine.
Vous connaissez sûrement le Pictionary. Certains d'entre vous ont peut-être déjà joué au Pictionary. Voilà. Le Pictionary, enfin le dessin de devise en tout cas, nous, parce qu'on ne peut pas utiliser le mot Pictionary, c'est le même principe où je vais dessiner quelque chose qui est lié à la stratégie de mon entreprise et je dois le faire deviner aux personnes de mon équipe. Le fait de faire ça, ça va m'obliger à me faire une représentation visuelle, une représentation mentale de l'élément clé que l'entreprise veut que j'illustre. Et c'est cette représentation qui va davantage ancrer les messages dans mon inconscient. Voilà. Donc tout ça, ce sont en fait des leviers pour davantage ancrer. Et l'environnement de jeu, c'est des leviers pour les faire revenir et apprécier l'expérience. Et puis, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien puisque, en fait, avec ces environnements de jeu, on a des taux de participation. Alors, nos clients, c'est des entreprises entre 100 et 100 000 collaborateurs. Vous voyez, l'échelle est très, très grande. Mais on a des taux de participation en moyenne de 65% quand on déploie Civitime chez nos clients. Donc, ça montre que la gamification est quand même un bon levier pour embarquer les personnes. On a un taux de complétion de 72%. Et surtout, on a 9 salariés sur 10 qui en redemandent. C'est-à-dire qu'ils ont... Blog, d'accord. Ouais. Là, tu mets tes rubriques. D'accord. Il y a quelqu'un qui fait faire ses devoirs à quelqu'un. Un article. Ah, c'est bon. OK. Et qu'est-ce que je disais? Et ouais, 9 joueurs sur 10 qui en redemandent, donc ça montre que c'est quand même un canal de communication qui marche bien. Bon, voilà, c'est la partie un peu plus pour parler de nous, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Ce qui est important de retenir, alors je ne sais pas qui est autour de la table, mais s'il y a des personnes qui peuvent être intéressées par ce qu'on fait au sein de Civitime, on a la force de notre solution, c'est que tout existe. On ne fait pas de serious game sur mesure. C'est-à-dire que certains clients nous demandent, veulent du serious game spécifique sur une thématique, vraiment ultra brandé à l'entreprise. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est juste d'identifier les objectifs du client, de mettre en face les leviers psychosociaux sur lesquels agir et les mécaniques de jeu qui vont bien. Et tout ça, ça existe déjà. C'est pour ça que ça va très vite à mettre en place notre solution chez un client, entre 2 à 6 semaines. Et surtout, l'intégralité de nos contenus sont personnalisables. Donc, par exemple, on travaille avec des consultants, des entreprises qui font du conseil dans les entreprises, qui vont du coup proposer notre solution. Derrière, ils ont un espace admin qui va leur permettre de concevoir intégralement leur jeu avec les mécaniques qui existent et de personnaliser tout le contenu. Donc ça peut être assez intéressant en fonction de ce que chacun autour de la table fait dans son métier. C'est un modèle qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on vous donne accès à notre plateforme admin. Vous créez l'environnement de jeu que vous souhaitez, vous savez sélectionner les différents modules que je vous ai montrés dans l'environnement de jeu, vous personnalisez le contenu, vous déployez ça chez votre client et surtout derrière, vous allez mesurer le niveau d'engagement et ça, c'est très intéressant. Voilà ce que je peux vous dire sur Civitime et sur la gamification, en tout cas sur la manière dont nous, on l'utilise. Alors, on n'est pas des supra-experts de la gamification, on a surtout une expertise sur les leviers psychosociaux. Derrière, on s'entoure de gens experts sur la gamification pour se dire, OK, voilà comment on peut agir sur ces leviers psychosociaux. Et surtout, ce qui fait notre force, c'est l'assemblage, on va dire, de ces deux expertises qui donnent un produit sexy pour l'utilisateur, déjà, mais surtout qui permet à nos clients d'obtenir des datas extrêmement intéressantes sur le niveau d'engagement de ses salariés et derrière de cibler et d'adapter sa stratégie de communication. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Civitime. Écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Yes. Merci Anthony. Je propose pour ceux qui ont des questions, alors soit vous pouvez les poser dans le chat si vous n'avez pas envie, mais n'hésitez pas non plus à ouvrir le micro, voir la caméra et la poser à l'oral, c'est sympa aussi. Hein. On n'est pas beaucoup, donc il faut en profiter. Merci pour la présentation en tout cas. Et du coup, on a une première question de Céline. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole pour la question. On n'est pas nombreux, alors je vais prendre la parole. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonne année pour ceux que je n'ai pas vus. Alors, en fait, j'ai une question. Le principe me paraît assez clair dans la présentation, mais est-ce qu'il y a une évolution, par exemple, possible ou envisagée pour utiliser cette offre comme un élément d'intégration dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'une personne qui arrive ne connaît pas forcément
tous les services ni toutes les personnes des services. Parfois, ça peut être aussi un frein dans cette intégration qui peut prendre un peu plus de temps et engendrer du désengagement. Et donc, est-ce qu'on peut, par exemple, envisager de créer une aventure personnalisée avec 4 ou 5 aventures différentes et que ce soit en fonction de 2-3 critères du profil qu'on propose après à la personne de faire cette aventure à travers les différents services pour créer du lien. Voilà, c'est à peu près ça ma question. Oui, complètement. On a pas mal de clients qui l'utilisent comme ça d'ailleurs, hein. C'est-à-dire comme outil un peu d'onboarding finalement. C'est-à-dire que ils vont sélectionner un de nos environnements de jeu ou plusieurs environnements de jeu et ils vont créer un parcours comme ça. On a souvent ce qu'ils font, on a un environnement de jeu, l'environnement où je vous ai montré un visuel avec la planète, enfin l'environnement marin à explorer. En fait, ça, l'environnement de jeu global, c'est plein de mondes. Donc, on est dans une galaxie. Il y a plusieurs mondes à explorer et des mondes différents. Donc, il y a un monde lunaire, un monde volcanique, un monde terrien. Bon, peu importe, ça, c'est de la pure gamification pour varier l'expérience de l'utilisateur. Il n'y a rien d'autre comme intérêt que varier l'expérience de l'utilisateur. Et ça, par exemple, c'est pas mal utilisé pour nos clients où ils font le parallèle avec, par exemple, pour explorer les services ou explorer les métiers de chacun. Et donc, ils vont créer comme ça un parcours avec plusieurs étapes et ils vont rattacher un monde à un service, un département, un métier de l'entreprise. Peu importe, après, chacun adapte comme il veut, hein, c'est du storytelling. Et dans ce monde-là, par exemple, le monde ou le métier, par exemple, de la banque de détail, voilà, qui est un métier auprès des banques, la banque de détail, on va découvrir ce métier à travers différents modules. Donc, c'est dans ce métier, dans ce monde-là, que j'explore qui symbolise la banque de détail, que je vais faire un duel quiz, un memory, un mastermind, par exemple, qui vont me transmettre du contenu sur ce métier-là. Et ensuite, je passe au monde suivant, qui est un autre métier. Voilà. Ça, c'est un exemple d'utilisation sur l'onboarding, mais c'est qu'un exemple parce qu'en fait, notre produit est complètement personnalisable. Donc, là-dessus, pas de limite. Ok, merci beaucoup. Je vois pas mal de questions arriver dans le chat sur est-ce qu'il y a une version de démonstration? Est-ce qu'il y a moyen de tester des jeux quelque part? Ouais. Alors non. Enfin, s'il y a des démonstrations, en vrai, on fait pas mal de démonstrations. La plupart du temps, on le fait sur des webinaires. Donc, vous verrez si vous voulez aller voir sur notre site internet, vous pouvez faire une demande de démonstration. Vous serez orienté sur un webinaire où on fait des démos complètes des produits. On n'a pas de lien de test en libre service parce qu'en fait, dedans, il faut mettre du contenu. Parce que nos clients, aujourd'hui, quand ils prennent un produit, c'est des coquilles vides dans lesquelles il faut mettre du contenu, même si on a du contenu tout fait sur des thématiques RSE. L'objectif, c'est de le custom à chaque fois. Donc, on n'a pas de lien de test à proprement parler. Mais par contre, il y a des démos, que Alexandre vient de vous passer dessus. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dessus et vous serez renvoyé sur un webinaire groupé. Ouais, de toute façon, vous êtes vraiment sur un public B2B. Il n'y a pas de personnes qui s'inscrivent toutes seules à CiviTime, comme on pourrait le voir sur des applications citoyennes ou ce genre de choses. Non, ouais, complètement. On n'est que 100% B2B, souvent B2B2B. C'est-à-dire qu'on travaille souvent avec des consultants entre nous et le client qui finalement sont mandatés, ce que j'explique un peu tout à l'heure. Typiquement, la question de Céline, c'est un consultant en ressources humaines qui nous a sollicité pour créer un parcours comme ça pour son client. Donc, nous, on est juste le sous-traitant. Le consultant porte le projet global. Le consultant crée le contenu. Ça lui génère un peu du business en plus de son conseil. C'est lui qui crée le contenu intégré dans notre solution. Et là-dessus, voilà. Donc, on travaille avec des intermédiaires avec le client final, mais jamais, par contre, auprès des particuliers. Je vois une question, est-ce que vous utilisez des badges pour motiver les participants? Oui, tout à fait, on utilise des badges. Alors, on est en train, là, notamment, avec Alexandre et Mickaël, notamment, on est en train de gamifier notre hub. En fait, le hub, c'est l'endroit où un client va retrouver tous ses épisodes. C'est-à-dire que quand un client déploie un jeu, il va déployer un épisode sur une plateforme, un peu à la Netflix. Le salarié reçoit une notif, un nouvel épisode est disponible sur ta plateforme, il se connecte à sa plateforme, il fait l'épisode, et puis voilà, et puis 3 semaines après, un mois après, il y a un deuxième épisode qui arrive, etc. Donc on a une vraie plateforme où on va mettre tous nos serious games dessus. Et en fait, cette plateforme, on est en train de la gamifier
pour que déjà elle-même soit gamifiée. C'est-à-dire que plus je fais de jeux, plus j'ai ma barre de progression, etc. Et on a une grosse mécanique qui est en train d'être développée sur laquelle on travaille avec Mickaël et Alexandre, notamment sur la gamification liée à l'avatar, sur le fait par exemple, un peu à la Fortnite, où je gagne des skins en fonction de ma progression, où je vais gagner des skins, je vais avoir la possibilité de customiser davantage mon avatar, je vais avoir des accessoires, je vais avoir des badges pour entourer mon avatar, etc. Donc ça, c'est une mécanique qu'on est en train de mettre en place. Yes. Yes. Moi, j'avais une question parce que qui fait écho à des choses qu'on entend pas mal dans les gens avec qui on travaille. Vous avez quand même une solution on voit bien qu'il y a des éléments gamifiés, qu'il y a du jeu, que c'est ludique, que ça ressemble à un jeu vidéo sur plein d'endroits, etc. Comment vous arrivez aussi à rassurer un nouveau futur client là-dessus pour qu'ils ne prennent pas peur et qu'ils ne se disent pas « Oh, c'est trop jeu, etc. » Enfin, en tout cas, c'est souvent une crainte quand on déploie un peu la gamification qui se voit. Ouais, c'est vrai que en fait, ça dépend ce qu'on leur propose comme environnement de jeu. Mais c'est souvent un sujet. Alors, d'ailleurs, ils sont assez schizophrènes là-dessus, les clients, parce qu'ils viennent nous voir parce qu'ils veulent de la nouveauté. Ils en ont marre. Nos webinaires, ça marche pas. Quand on veut diffuser des messages par newsletter, on a 5% de taux de clics, c'est une catastrophe. Enfin, voilà. Qu'on veut de la nouveauté, on veut un truc qui change, qui embarque les gens. Donc, ils viennent nous voir pour ça. Et puis, quand on commence à faire les démos, oh là, c'est trop. Oh là, c'est trop. Donc, c'est assez marrant. Mais souvent, on arrive quand même à les... En fait, souvent, ce qui va... comment dire, ce qui les fait basculer, c'est quand on les fait tester avec du contenu ultra sérieux à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on leur fait tester avec du contenu à eux, lié à leur stratégie, qui se rendent compte qu'en fait, cet environnement de jeu, il est uniquement là pour faire que les gens reviennent et prennent du plaisir dans l'expérience, mais que derrière, il y a quand même des messages qui vont être passés. Là, souvent, ça les fait basculer. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah ouais, bon, ok, c'est joli, c'est fun, c'est gamifié, mais en plus, les collabs vont vraiment apprendre des choses. » Et donc ça, en gros, c'est ce qui les fait basculer pour répondre à ta question, Mickaël. Ouais, ok. Donc, ils raccrochent tout de suite à l'intérêt, au sérieux, à ce qu'il y a dedans. Yes. Ouais. En fait, c'est le contenu qui les fait. C'est souvent le contenu qui les fait basculer. Nickel. Yes. Moi, j'ai une question. Entre les jeux, comment se présente le contenu? Est-ce que c'est vidéo, texte, ou est-ce que tout est possible, ou est-ce que c'est formaté, préformaté? Alors, entre les jeux, comment ça? Ouais, est-ce que... Non, il n'y a pas des séquences d'apport entre les jeux, c'est juste des jeux qui s'enchaînent des jeux qui s'enchaînent. D'accord. Ouais. En fait, le collaborateur, donc imaginez un jeu de plateau, c'est pas exactement ça, mais il va avoir des... Alors, en fait, je vais décomposer le produit. Quand on lance un produit chez un client, on a ce qu'on appelle le macro gameplay. Donc, le macro gameplay, c'est l'environnement de jeu. Donc, la carte, le plateau, la ville, par exemple, à développer si on parle de la ville, le scénario et la quête. Voilà. Ça ne bouge jamais. C'est le même pour tous les clients. Ce macro gameplay, il est on va dire, pas intemporel, mais incontextuel. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il est, quel que soit le sujet, il sera toujours le même. Par contre, là où le contenu est toujours modifié, c'est que pour avancer dans ce macro gameplay, pour évoluer dans ce macro gameplay, pour faire évoluer ma vie, je suis obligé de faire des modules. Et c'est dans ces modules, donc dans le module, par exemple, il y a une introduction au module, où là, il y a un message spécifique pour le salarié lié à l'entreprise. Il y a par exemple, si je suis sur un duel quiz, je vais avoir donc une page d'introduction au duel quiz. Je vais avoir des questions de quiz liées à l'entreprise, des explications des réponses liées à l'entreprise et un mémo de fin du module lié à l'entreprise. Donc, c'est le module qui est 100% customisable en matière de contenu. Et le macro gameplay, le scénario, ça, on ne le change pas. Ok. J'ai vu les choses sur Board Game Arena, mais je ne suis pas sûr complètement d'avoir compris les échanges. J'entends board game, c'est un board game arena pour le B2B. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Yes, on est pas mal, je pense. Je ne sais pas s'il reste encore une ou l'autre question, mais en vrai... Peut-être une dernière question. Bonsoir tout le monde.
Yes. Merci pour la présentation. J'avais une question. Est-ce qu'il y a des tutos intégrés pour les utilisateurs? Ouais. Donc, c'est-à-dire que les utilisateurs du moment que la plateforme est mise en place, ils sont full autonomes. Ouais, complètement. Ok, donc c'est vraiment la charge je vais dire, de vous pour le support et puis de celui qui est responsable, administrateur de créer les scénarios. Alors, le scénario et le tuto, tout est déjà préfait. Étant donné qu'en fait, le scénario et les actions qu'on attend du joueur sont les mêmes à chaque fois, notre tuto, il est générique. C'est-à-dire qu'on explique au collaborateur, tu dois te rendre ici, pour faire ça, tu vas devoir faire des modules. Enfin, on lui explique un vrai tuto qui est toujours le même. Et c'est après, par contre, quand il avance, où là, il y a c'est custom. Mais ouais, le scénario tuto inchangé, quel que soit le client, quel que soit le sujet. Par contre, c'est l'intérieur, encore une fois, qui est changé. Mais c'est un vrai sujet, hein, le tuto, parce que c'est la complexité, en fait, de travailler avec des salariés en entreprise. C'est que vous devez aussi bien être accessible pour Micheline à la compta de 55 ans que pour le jeune ingé de 25 ans qui est ultra gamer, quoi. Et faire en sorte que lui... Non, mais souvent c'est parlant quand je rentre dans le cliché, mais c'est souvent les extrêmes qu'on va avoir dans les boîtes. Et donc, faut parler à Micheline, mais il faut pas non plus qu'on soit trop chiant pour le jeune ingé de 25 ans, parce que lui, s'il est ultra gamer et qu'il voit notre truc et il se dit non, mais c'est quoi ça? Enfin, donc et pour autant, ils vont avoir le même tuto, parce qu'au moment où on lance, on n'a pas encore identifié. Alors, on est en train de développer des choses qui en gros, on développe des algos qui apprennent des premiers pas de l'utilisateur pour du coup adapter les prochaines mécaniques de jeu au niveau de maturité de l'utilisateur. Mais c'est encore en chantier, c'est encore en bêta chez nous. Mais c'est un vrai sujet quand on fait du B2B. Quand vous faites un serious game, quand vous faites un jeu à vocation B2C, vous allez avoir un persona type. En général, en tout cas, vous avez un persona, vous savez qui vous voulez cibler, vous savez qui vont être vos utilisateurs, et donc vous avez une notion déjà un peu plus claire de leur comportement. En B2B, c'est beaucoup plus complexe. C'est sûr. Merci. Il y avait une question de Cécile aussi sur le fait que là, aujourd'hui, c'est des modules que les collaborateurs font seuls derrière leurs écrans. Alors, ouais, le jeu se fait, tous nos jeux sont en équipe, mais asynchrone. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont seuls derrière leur écran, mais ils sont rattachés à une équipe. Donc, c'est-à-dire que si je suis dans la même équipe que Alexandre, moi, je vais jouer à 6 heures le matin dans les transports. Lui, il va peut-être jouer à 10 heures pendant sa pause café. Nos points vont être cumulés, notre équipe va grandir, on va évoluer au classement par équipe. Donc, je suis bien rattaché à une équipe, mais par contre, je ne suis pas obligé de jouer en même temps. Et c'est vraiment fonctionnement par équipe asynchrone. Yes. Ok, s'il n'y a plus de questions, je regarde, on ne sait jamais parfois, mais on va être pas mal. Je pense que déjà un grand merci. Ouais, je pense que c'était hyper intéressant à la fois de voir la présentation et puis les réponses, plein de questions qui se posent quand on rentre dans le détail de ces dispositifs-là. Voilà. Ouais. Pour ceux qui ont envie de tester, du coup, on vous invite plutôt à aller sur le lien que j'ai partagé plus haut avec les démos. Ce sera l'occasion de voir un peu plus concrètement à quoi ressemblent les différents modules. Puis, si vous avez envie, n'hésitez pas à suivre du coup CiviTime. J'ai l'impression, en général, je dis suivez-nous sur LinkedIn, on publie pas mal de choses, mais j'ai l'impression que CiviTime, c'est le cas aussi. Donc, n'hésitez pas à suivre tout ça. Si jamais certains d'entre vous sont intéressés, on a un meet-up demain à la même heure sur la gamification de l'école 42 et des retours d'expérience sur la gamification du coup dans d'autres projets d'éducation. Et on a pas mal d'autres meet-up qui sont organisés ce mois-ci ou le suivant. Donc, il suffit d'être sur la plateforme Meetup pour suivre un petit peu tout ça et vous inscrire à ce que vous souhaitez suivre, tout simplement. Voilà, et puis s'il y en a qui veulent partager, qui se disent ça intéresserait un collègue, ce que je viens de voir sur CiviTime, etc., on mettra le replay sur YouTube derrière nous. Pour que vous puissiez après, s'il y en a qui veulent reprendre ou justement revisionner derrière ou bien le faire découvrir à quelqu'un d'autre aussi. Voilà. Merci à tous.
Oh, bah, merci. Bonne soirée. À Yes. bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.